Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila, proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Henri Guénaud, bonjour, on va pas faire semblant, on se connaît, Bonjour. on se côtoie, on parle souvent, et par conséquent, on va se tutoyer. Henri, merci d'être là aujourd'hui. Nous avons produit ensemble, à 4 mains, ce qui n'est pas courant. Ça ne t'arrivait jamais, et à moi non plus, une grande tribune dans le Figaro qui faisait le point sur l'école aujourd'hui, sur le constat et puis sur les quelques solutions que nous pouvions envisager. Si nous avons pris le soin de rédiger cette tribune, et quand je dis le soin, c'est le soin parce qu'on a mis du temps et on y a beaucoup travaillé, c'est parce que nous croyons, toi et moi, que l'éducation, je vais dire, est importante, ce qui est un truisme absolu, mais que sans l'éducation, on court à notre perte. Et que la déliquescence de l'éducation fait que nous courons un risque majeur, qui est le risque de ne pas former des citoyens capables de se défendre. En tout cas, moi, ce qui m'importe dans ce questionnement que je porte sur l'éducation, c'est le fait que c'est à l'école primaire qu'on doit pouvoir former ce qu'on pourrait appeler des résistants intellectuels, des résistants, c'est-à-dire capables aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux transportent mille et une bêtises, mille et un mensonges, mille et une manipulations, qu'on soit capable d'avoir des gens susceptibles de dire non quand il faut dire non, susceptibles d'ouvrir les boîtes, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, d'avoir un minimum d'esprit critique. Moi, ce qui me panique aujourd'hui, Henri, et tu le sais, c'est qu'effectivement, toute résignation sur l'école ouvre des lendemains qui sont des lendemains de servilité, de totalitarisme, et que, il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que l'école, mais s'il n'y a pas cette formation des esprits au discernement, notamment à l'école primaire, là, tout suit ensuite, on risque effectivement d'avoir un peuple comme disait De Gaulle, un peuple de veaux, c'est-à-dire qui iront se jeter à l'abattoir, qui se suivront les uns les autres et qui écouteront n'importe quoi. Je voulais commencer par cette question-là, c'est-à-dire cette question qui est celle d'une école rempart. Hein. C'est le rempart contre la bêtise, rempart contre la barbarie. Est-ce que pour toi aujourd'hui ce rempart existe toujours? Qu'est-ce qui fait que ce rempart est de moins en moins solide? Alors, ce rempart, il est en grande partie effondré. Alors, j'irai même plus loin. L'école, c'est pas seulement un lieu où on apprend la résistance intellectuelle ou spirituelle. L'école, c'est essentiel pour construire une société. Parce qu'on construit une société avec ce que les gens ont dans la tête, ou plutôt sur ce que les gens ont dans la tête. Quand ils n'ont plus rien dans la tête, quand plus personne n'a la même chose dans la tête, c'est-à-dire ne pense plus du tout pareil, et qu'une partie même ne pense plus du tout, il n'y a plus de société possible. Et s'il n'y a plus de société possible, il y a quoi? Il y a la guerre de tous contre tous. Il n'y a plus que la violence. Donc là, maintenant, je trouve, on touche le fond. C'est d'ailleurs le début de notre tribune commune, qu'on avait écrite juste après le meurtre d'une
d'une jeune lycéenne par un de ses On par un pourrait autre en lycéen, réécrire une demain Et- sur le meurtre de cette malheureuse conseillère Et- d'éducation. Bon, et on dit, comme on le disait, à chaque fois, s'indigne, chaque fois, chacun lance des idées pour. Mais des idées un peu à la sauvette, des idées, voilà, des catalogues d'idées. Donc, alors, c'est clair, il faut plus de gendarmes, plus de policiers, plus de justice, plus de portiques, tout ça est vrai. Il faut aussi, ça commence à se dire, mais pour l'instant on n'a jamais rien fait, il faut aussi s'occuper de la santé mentale de notre jeunesse qui est dans un état absolument déplorable. Et là, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, la psychologie, la psychiatrie surtout, sont en ruine. Voilà, donc il n'y a pas de psychologue professionnel à l'école. Il y a des gens qui font de la psychologie, mais qui ne sont pas formés pour, mais qui ne sont pas des psychologues professionnels. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ont une formation complémentaire vers ça. Donc on manque de médecine scolaire, on manque de psychologues scolaires et on manque de psychiatrie et de moyens pour s'occuper de notre jeunesse qui se porte très très mal. Voilà, donc tout ça est absolument nécessaire, mais il y a une chose dont on ne parle jamais ou presque jamais, et ça recommence, c'est ce qu'on apprend à l'école, comment on apprend, comment on essaie de structurer dès le début, dès l'école primaire comme tu le disais, et peut-être même parfois à la maternelle. Oui, la maternelle, bien sûr. Les cerveaux de nos enfants. Voilà, c'est parce que si on ne le fait pas, et si on ne fait pas ce qu'il faut faire à chaque étape de l'éducation et de la formation, de l'instruction, eh bien, à la fin, on n'y arrive pas. On échoue. Donc, il faut qu'à chaque moment à chaque étape de l'instruction et de l'éducation, eh bien, les choses se fassent comme elles doivent se faire. C'est quand même extraordinaire. C'est pourquoi au fond, y arrivait-on il y a 100 ou 150 ans pourquoi on n'y arrive plus aujourd'hui? On me dit la société a changé, mais justement parce qu'elle a changé, on a besoin de plus. On a besoin de plus d'écoles, on a besoin de plus d'instruction, de plus d'éducation. Plus il y a de réseaux sociaux, plus il y a de sollicitations, plus il faut besoin de discernement. Plus le rôle de l'école devient essentiel parce que c'est un endroit justement à part dans la société. C'est un endroit qui normalement doit être une forme de sanctuaire où tous les conflits de la société, toutes les violences de la société, tous les clivages de la société ne se retrouvent pas. Bon, alors on les retrouve en sortant, mais ce sanctuaire-là, il devient la sanctuarisation de ce lieu, elle devient plus importante encore aujourd'hui qu'elle l'était hier. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on laisse complètement de côté. Bon. Alors, évidemment, il y a beaucoup de sujets, il y a eu la baya, il y a les histoires de voile, il y a la laïcité, mais je voudrais qu'on parle aussi de ce que nous apprenons à nos enfants et de la façon dont nous leur apprenons. Parce que c'est essentiel, parce que tout ce que tu disais sur la résistance, sur la capacité d'exprimer ses émotions, ses sentiments, autrement que par la violence, tout ça relève du contenu de ce que nous apprenons et de la façon dont... Mais Henri, quand on sait qu'à l'entrée au cours préparatoire, donc 6 ans, les dernières enquêtes qu'on a pu mener montrent que quand tu comptes simplement le nombre de mots pleins qu'un enfant connaît, dont il est capable de donner une petite idée de ce qu'il signifie, et de l'utiliser dans une phrase simple. Ce sont les 3 critères que nous avons définis. Sur 1000 enfants, tu en as 15%, ce qui n'est pas rien, qui culmine à 175 mots. 175 mots. Quand tu fais un quintile, c'est-à-dire tu divises en 5 catégories, la catégorie la plus haute, qui est de 18% d'enfants, elle en a 1600. On ne joue pas dans la même cour de récréation quand on a quelques centaines de mots à peine et lorsqu'on en a quasiment 2000. Ces gamins
qui sont condamnés à la pauvreté du langage oral, puisqu'ils n'ont pas encore appris à écrire, ont des difficultés considérables à pouvoir exprimer leurs pensées. Et à 6 ans, on a des pensées à exprimer. On n'est pas un enfant que l'on nourrit et qu'on fait dormir. Et donc, ils pêchent sur leur capacité à exprimer leurs pensées, mais ils vont aussi avoir les pires difficultés à apprendre à lire et à écrire. On ne comprend pas assez à quel point la pauvreté lexicale, l'approximation grammaticale empêche un enfant d'apprendre convenablement à lire et à écrire. Ils sauront déchiffrer, mais ils ne comprendront pas ou très mal ce qu'ils veulent. Et donc, tout ça commence très tôt. Tu disais tout à l'heure, dès la maternelle. Mais bien sûr que tu as raison. C'est dès la maternelle que les choses se passent. C'est dès la maternelle que on va leur montrer que les mots ne veulent pas dire tout et n'importe quoi. Qu'on ne peut pas utiliser un mot pour un autre. Et là, ça veut dire qu'on jette aussi les bases de ce qui est de l'ordre des règles que l'on doit respecter, etc. Il est clair que si l'école tolère ces inégalités manifestes dans le propre de l'homme, c'est-à-dire cette langue qui est en train de se constituer, alors le reste risque de suivre et l'école va perpétuer ces inégalités année après année. Je dis souvent, si le sort des enfants n'est pas complètement scellé à 6 ans, certains voient leur chemin extrêmement difficile, prennent un chemin difficile. Ils vont continuer durant toute l'école élémentaire, tant bien que mal, et le collège les achève. Et ça, si tu veux, c'est un constat que l'on retrouve partout, que ce soit à l'échelle européenne, quand on nous dit de quoi sont capables nos propres élèves. On le voit aussi quand on interroge les maîtres d'école et les maîtresses d'école qui te disent moi, je suis capable, au bout de 2 mois et demi, de te dire ceux qui vont effectivement sont déjà sur la voie de l'échec au cours préparatoire. C'est terrifiant. Oui. Alors, c'est pas fixé à 6 ans, mais je pense qu'après l'école primaire, c'est quasiment terminé. Ouais. Parce que, en plus, le reste ne va. C'est toujours la question des étapes. Hein. C'est que on fait pas l'école primaire au collège et on la refait pas a fortiori au lycée. Donc, les écarts se creusent. Et encore une fois, c'est pas qu'un problème d'inégalité, c'est un problème un problème de société. C'est-à-dire que on peut pas vivre avec les autres. Entre celui qui a 160 mots et celui qui en a 1600, c'est pas seulement qu'ils peuvent pas jouer ensemble dans la cour de récréation, c'est qu'ils peuvent pas se parler, ils peuvent pas se comprendre, et ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà, donc à la fin, il n'y a pas de société, il y a la violence. On en revient toujours à cette question. Donc, je trouve qu'on a... Enfin, tout ça, il y a des gens qui le disent depuis très longtemps, dont toi en particulier, mais on n'en a pas pris collectivement la mesure. Non. Voilà, on n'a rien fait ou pas grand-chose. On a fini péniblement par revenir sur les méthodes d'apprentissage de la lecture, qui ont fait des dégâts considérables. Mais voilà, tout ça reste quand même très, très superficiel. Et encore, d'ailleurs, on est très frileux là-dessus. Tu sais qu'il devait y avoir une commission de labellisation. Elle n'a jamais vu le jour. Jamais. Non, mais comme beaucoup de choses d'ailleurs. Dès que les syndicats ont froncé les sourcils, et pourtant, il s'agissait en tout cas pour les méthodes de lecture dont tu parlais tout de suite, non pas de dire lesquelles étaient autorisées et lesquelles étaient interdites, il s'agissait simplement de
donner aux instituteurs un tableau qui leur permettait de savoir ce que permettait telle méthode et ce que permettait telle autre. Donc d'avoir des critères clairs de comparaison. Ça a été refusé. Ouais, il me semble que au titre de la liberté pédagogique. Oui, mais justement, il me semble que la liberté pédagogique, elle a quand même beaucoup dérivé. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai pas souvenir, et ça n'était que de mon temps. Alors, du temps d'avant, c'était encore pire. Je n'ai pas souvenir que chacun faisait ce qu'il voulait et qu'il n'y avait pas un modèle, malgré tout, où les instituteurs... mais parce que tu avais des inspecteurs qui jouaient leur rôle de mentor pédagogique. Mais parce qu'il y avait un creuset. Il y avait Bien un sûr creuset qu'il y avait pédagogique. On n'a pas fait... L'école de la République, dont on a longtemps vanté les mérites, et à juste titre, alors qu'il n'a pas été le début de l'alphabétisation en France. Hein. La scolarisation était déjà très très large, presque totale, avant mes années 1880. Mais elle avait d'abord, elle avait un moule idéologique. Il y avait un creuset idéologique, au meilleur sens du terme. Hein. C'est-à-dire un creuset intellectuel qui ont été la philosophie kantienne. Ce projet, encore une fois, c'était pas des petits morceaux rassemblés de façon hasardeuse. C'était un projet qui avait des racines intellectuelles très profondes, et tout le système d'enseignement procédait de ce creuset. Rappelons-le, tu as raison de rappeler, si tu veux, ces racines philosophiques kantiennes sur lesquelles l'école dont l'école se nourrissait. C'était cette idée de l'autonomie intellectuelle. C'était cette idée du ose apprendre. Hein. Sapere aude, ose apprendre. Quand on suivait cette voie-là, on suivait la voie de l'envie d'apprendre, et non pas du désir de savoir. C'est vrai, mais c'était pas chacun fait ce que tu veux, c'était pas chacun fait ce qu'il veut, c'était jamais. Il y avait un creuset intellectuel. Après, évidemment, au fur et à mesure qu'on grandissait, qu'on mûrissait intellectuellement, bien chacun prenait sa propre voie, mais au départ, c'est pas ça. Au départ, il y a un creuset, c'est pas la liberté pédagogique, vous enseignez comme vous voulez et presque ce que vous voulez, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Non, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et je pense que dans une société qui en plus est soumise à des tensions beaucoup plus fortes, il faut impérativement qu'on revienne à une vision de la liberté pédagogique qui soit compatible avec la construction d'une société et même la construction d'une école. Voilà, il peut pas y avoir 100 000 écoles qui ont 100 000 une vision de ce qu'est l'enseignement, de ce qu'est la culture, de ce qu'est le savoir. Voilà, c'est encore une fois, après avec l'âge, les gens se dégageaient évidemment, puisqu'ils avaient les instruments pour le faire. Ils prenaient leur envol intellectuel et ils faisaient la part des choses. Mais d'où vient cette résignation et cet abandon? D'où vient le fait que on a fini par penser qu'un maître enseignait comme il voulait? Ou mieux encore, il enseigne comme il est. Il enseigne ce qu'il est. Mais un maître d'école n'enseigne pas ce qu'il est. Il enseigne ce qu'il doit enseigner. Oui. Et c'est ce qui fait justement que il y a quand même plus de communs que de différents entre les classes de notre école. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le maître te dit, j'enseigne comme je veux, comme je sens. Avec Internet qui a proposé une foultitude de propositions pédagogiques les plus diverses, jamais évaluées, mais qui se déversent comme ça, il va faire son marché, il prend les choses, il n'y a plus. Et c'est ce qui se passe dans les classes aujourd'hui, j'y vais suffisamment souvent. Ce qui se passe dans les classes, c'est qu'on fait des photocopies de sites Internet. Ça me plaît. Pourquoi faites-vous cela? Ah ben c'est sympa. Et puis ils vont bien aimer. Mais dans quelle progression est-ce que ça se situe? Quelle est l'ambition cognitive que vous avez pour vos élèves? Peu importe, le tout c'est qu'ils aiment ça.
Oui, mais parce que... Et à cette liberté débridée pédagogique, tu as la liberté revendiquée pour chacun des élèves d'écrire comme il veut et de parler comme il veut. Et quand tu remets tout ça ensemble, tu te dis, mais c'est ça l'école? Oui. Non, mais c'est très important. Ça, c'est très important parce que l'école, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas une forme de discipline, à la fois intellectuelle et de discipline tout court. Voilà, c'est parce que le goût d'apprendre vient en apprenant, mais il ne vient pas tout seul. Non. Voilà, ça ne vient pas tout seul de se forcer à apprendre, ça ne vient pas tout seul de trouver du plaisir dans l'effort d'apprendre. Voilà. Bon, donc, il faut commencer par apprendre. Voilà. Il faut commencer par apprendre avec des règles qui sont imposées du dehors de chacun et que tout le monde est obligé d'intérioriser pour commencer. Voilà. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et ce que tu dis est très important, c'est-à-dire que quand tu rajoutes une vision quand même qui devient abusive de la liberté pédagogique à une vision de l'élève de l'enfant qui apprend ce qu'il veut, qui apprend comme il veut, qui parle comme ça lui chante, qui écrit comme ça lui plaît. Oui. Voilà, j'ai lu, moi, une lettre là, d'une institutrice, enfin maintenant un professeur des écoles dans une émission sur un plateau de télé là, qui m'a écrit en disant, voilà, j'ai reçu une mission d'évaluation qui a évalué l'établissement, mais qui passait du coup dans les classes. Ils ont observé ma classe et puis après ils m'ont dit, oui, mais ça, vous comprenez, ça va pas parce que les enfants sont obligés de s'asseoir à une place désignée d'avance, donc il faut qu'ils s'assiedent où ils veulent. Comme s'ils veulent rester debout, ils peuvent rester debout, ça sert pas. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Le corps, l'esprit, la sociabilité, ça s'éduque. Voilà. Ça s'éduque avec des règles qu'on vous demande de respecter. Voilà. Après, ces règles, elles s'intériorisent. Voilà, et mais comme ces les règles de langage sont vues aujourd'hui et depuis bien des années. Hein. Je veux dire, oui, quand on dit aujourd'hui, ça veut dire Mais je pourrais rajouter d'ailleurs que ça s'ajoute. Tout ça est le reflet aussi de ce qu'est devenu la politique. C'est-à-dire qu'entre Jules Ferry et puis ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a une différence de qualité de pensée, de qualité de personne, il faut le reconnaître, et qu'aujourd'hui, la politique, alors c'est pas la première fois dans l'histoire, les politiciens ont toujours pullulé, elle fait semblant surtout. Elle fait semblant. Donc, elle fait semblant de s'occuper de l'école, elle fait semblant de s'occuper de la sécurité, de s'occuper de la défense. Et à l'école, c'est particulièrement dramatique. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde peut se dire autour d'une table que oui, c'est vrai, tout ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais à la fin, on fait semblant d'avoir une politique. Or, une politique éducative, c'est absolument nécessaire. Non, ce n'est pas une invasion, une intrusion scandaleuse du politique dans le domaine de l'instruction et de l'éducation, parce que quand l'éducation, elle ne peut pas se faire dans la famille, il faut qu'elle se fasse à l'école. Il faut arrêter aussi, c'est un des sujets de notre tribune, arrêter aussi de séparer la fonction éducative et la fonction d'instruction de l'école. L'école, elle fait tout aussi ce qui ne peut pas se faire ailleurs. Bon, voilà, on a besoin d'enfants éduqués. Bon, voilà, donc ils parlent pas en classe, ils respectent un certain nombre de règles de sociabilité. Si on ne les apprend pas ailleurs, il faut les apprendre à l'école. Voilà, bon. Mais là, personne au fond ne s'en occupe. C'est tout simple. Personne ne s'en occupe. Alors, les enseignants qui parfois ont été très imprégnés des messages de mai 68, il est interdit d'interdire, et il faut laisser l'enfant s'épanouir. Ils en reviennent pour beaucoup parce que la vie, évidemment, leur vie devient intenable. C'est ça, ils payent les conséquences, si tu veux, de leur fragilité et de leur laxisme, parce que à partir du moment où une règle, même une règle de grammaire ou d'orthographe, devient un abus de pouvoir, c'est-à-dire que tu reçois cette règle non pas on te la donne non pas en te disant ça te permettra de mieux vivre avec les autres et de te faire mieux comprendre,
elle est reçue comme étant quelque chose d'imposé, sans aucune légitimité, uniquement pour t'humilier et faire en sorte que tu te sentes en dehors. Et ça, c'est cette confusion entre abus de pouvoir et règles est aujourd'hui commun dans une bonne partie des classes en France et partagé par un certain nombre d'enseignants. C'est l'idéologie dominante qui d'ailleurs dépasse l'école, parce que quand des linguistes expliquent et que ça rentre dans la tête de beaucoup de gens, y compris d'enseignants, d'intellectuels, de journalistes, mais même de parents, que la règle en français qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin, donc quand il y a une énumération de noms féminins et masculins, c'est le masculin, on met masculin qui l'emporte sur le reste, que ça c'est un signe de domination dans une société patriarcale. Si tu veux, voilà, on ne peut en attendre que ce qu'on voit à l'école, c'est-à-dire que ça devient ça devient quelque chose qu'il faut absolument chasser du langage, comme si on pouvait faire le ménage de cette façon de la langue en fonction des a priori idéologiques des uns et des autres. Enfin, c'est tout ça est absurde. On va chercher la condition de la femme dans la société à travers des règles de langage que à la fois la tradition, l'habitude. J'ai fait il y a pas longtemps, j'avais les contractuels les professeurs contractuels de Paris, tu sais, ceux qui sont recrutés au bout de 3/4 d'heure d'entretien. Ça, c'est long déjà, parce que ça va de 10 minutes à... 10 minutes à 3... Voilà. 10 minutes à un quart d'heure. Et je leur soumettais une phrase qui était « l'amour d'une mère que je n'ai pas connue ». Et je leur dis « qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?» Je ne l'écris pas, tu vois. Silence 250, ils étaient. Silence total. Je dis, non, ça vous dit quelque chose? Est-ce que... Il y en a un qui me dit, mais est-ce qu'il faut mettre un « e » me dit une jeune femme. Je dis, madame, vous pouvez effectivement mettre ça dépend, oui. Ça dépend ce qu'on veut dire. Elle me dit, mais est-ce qu'il faut le mettre? Et je lui dis, madame, ça dépend ce que vous voulez dire. Exactement. Et j'ai mis un quart d'heure à leur expliquer que, effectivement, quand on décortiquait un petit peu la phrase, l'amour masculin, pourquoi masculin? Ce n'est pas l'apanage des hommes que l'amour, c'est masculin parce que c'est de genre masculin, on dit un amour. Oui, on dit la sentinelle. Voilà, et la sentinelle, voilà. D'une mère, féminin, bon. Il se trouve que c'est féminin, ça aurait pu être masculin. Et encore, amour peut être au féminin. Absolument. Les amours. Et qu'effectivement, ce petit « e » qu'on mettait à la fin changeait complètement le sens de la phrase. Et ils ont découvert ça avec étonnement, puis ravissement. Ah, ça c'est plutôt encourageant. Mais bien sûr, c'est encourageant. Ce qui montre, si tu veux, que quand on prend le soin de dire aux élèves comme aux maîtres, ça n'est pas une contrainte qui tombe comme ça pour embêter les gens. C'est la meilleure façon de nuancer sa pensée, de porter une pensée fine. Les Anglais peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Ça n'existe pas en anglais. Alors tu me dis, bon, voilà, c'est comme ça. Mais il se trouve que le français a cette élégance et cette pertinence qui nous permet des nuances que d'autres langues ne possèdent pas. Est-ce qu'il faut, comme certains nous le demandent, et notamment le Conseil scientifique du ministère de l'Éducation nationale, qui nous demande de supprimer la règle d'accord du participe passé avec complément d'objet antéposé? C'est le Conseil scientifique de l'Éducation nationale qui préconise de le faire. On ne pourrait pas enlever scientifique, on ne pourrait pas dire le Conseil, tout court. Mais le professeur Dehaene le préside. Oui, alors? Non, je veux dire, tu vois quand même non, mais... où on en arrive. Oui, donc c'est pas étonnant.
Non. Ce qui arrive n'est pas étonnant. Et ce qui arrive, et ça vient pas des classes, ça vient même pas de l'enseignant lui-même, ça vient de tout ce qu'il y a autour. C'est comme disait le président de la République, l'air du temps. Mais oui, mais ça vient de l'air du temps, mais ça vient aussi de la politique au sens large, hein, c'est-à-dire des institutions qui sont là pour normalement ordonner la société, dicter des règles. Voilà, c'est hein, de même que moi, je pense que là, il y a vraiment un vrai débat à avoir que nous n'avons pas. Pas avoir. Moi, je ne conçois plus la liberté des éditeurs de manuels, par exemple. Alors, je pense qu'il serait nécessaire que les manuels soient agréés. Voilà. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont totalement anormales. Bon, on pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'avant qu'un manuel soit agréé comme manuel par l'Éducation nationale, on demande, je sais pas, l'avis des académies. Bon, je sais pas. Alors, l'Académie des sciences pour les manuels de sciences, des beaux-arts, l'inscription des belles lettres pour les langues anciennes, de l'Académie française pour tout ce qui concerne la langue, l'histoire, etc., qui donneraient leur avis, qui seraient obligatoirement publiés. Voilà. Et après que le ministère suivrait ou ne suivrait pas. En tout cas, on peut imaginer des systèmes qui ne sont pas des systèmes qui écrasent toutes les libertés et qui instaurent une pensée unique totalitaire, mais qui quand même encadrent tout ça. Enfin, et ça fait partie de la politique au meilleur sens du terme. Voilà ce que nous décidons à faire dans une société dont la civilisation est en train de s'effondrer. Est-ce que nous sommes décidés à faire une politique de civilisation dans laquelle nous prenons en compte tout ce qui contribue à faire une civilisation et une civilité. Voilà. Civilité qui est différente d'une société à une autre. Et ça devrait faire partie d'un projet politique. C'est comme les programmes. D'où sort cette idée que le programme que les politiques ne peuvent pas avoir de prise sur les programmes dans les différentes disciplines. Bon, depuis très longtemps, on a des inspections générales, une commission des programmes, etc., qui fait que le ministre se contente de signer leurs propositions, parce que sinon on créerait encore une fois à la dictature intellectuelle. Mais auparavant, dans la République, dans notre démocratie, c'était un sujet politique. Quand on a fait l'école dans les années que nous avons connues, qui a duré longtemps, dans les années 1880, 90, même au début du XXe siècle, on débattait des programmes à l'Assemblée. Ah oui, mais je ne savais pas. Si, on a des débats extraordinaires. Alors, pas toujours dans le détail de tout, mais on a des débats extraordinaires, par exemple, entre Jaurès et Barrès. Qui parle des programmes, de l'enseignement de l'histoire. Oui, c'était Barrès et c'était Jaurès. Mais oui, mais quand même, mais ça paraissait normal. Ça n'était pas les quelques... c'est peut-être ça le problème aussi. Hein. C'est peut-être la qualité au lieu de faire sans arrêt des lois sur n'importe quoi. Quand Jules Ferry écrit aux instituteurs sur l'enseignement de la morale, il dit le législateur a voulu. Voilà. Et il explique ce qu'il a voulu faire avec. C'est admirable. C'est l'équivalent d'une circulaire d'aujourd'hui. Il faut la lire. Il faut la lire et comparer à ce qu'est une circulaire d'aujourd'hui. Bon, et il explique. Il explique pourquoi le législateur a voulu l'enseignement de la morale et ce qu'il en attend. Donc voilà, et si ça n'avait pas été un projet à la fois philosophique, politique, cette école n'aurait jamais vu le jour. Voilà, et aujourd'hui c'est fini, on s'interdit de traiter de ces sujets dans le débat politique. Hein, donc ça ne peut pas fonctionner, enfin, ça ne peut pas marcher. Comme la société c'est fracturé, l'école s'est affaiblie, et l'école en s'affaiblissant accroît les fractures de la société, et le résultat, et c'est ce que nous avons sous les yeux, que certains nomment faits divers, mais qui sont des faits de civilisation, de société, etc., qui indiquent que nous sommes partis sur une pente extrêmement dangereuse. Mais tu sais, les gens ont du mal à comprendre que l'extinction des mots est en relation directe
avec le passage à l'acte le plus violent. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai ressassé de façon constante et qui, aujourd'hui, moi, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est le fait, si tu veux, que dans tous ces faits divers, qui ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société, ils révèlent ce que notre société est malade d'elle-même. Oui, malaise dans la civilisation et dans la société aussi. Et cet acte meurtrier, tué, n'est plus tué en criant, en parlant, on tue dans le silence. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce jeune homme qui a de 14 ans, qui a poignardé cette jeune conseillère d'orientation, c'est une surveillante, surveillante, n'a pas dit un mot. Non. Il a pris il s'est précipité, il l'a poignardé 3 fois sans un mot. Tu vois, c'est la différence entre ça et Pagnol, retenez-moi ou je fais un malheur, et je parle, et je parle, et je parle, et je parle, et pendant que je parle, je ne frappe pas, je ne tue pas, Et là, tu veux, cette arme blanche, comme une voix est blanche quand elle ne peut plus porter les mots, de la même façon, cette arme blanche agit dans le plus grand silence. Moi, ça me glace, si tu veux. Tu as raison, mais alors, je pense que ça n'est pas que l'absence des mots. C'est pas non, que c'est pas que l'absence des mots. Je suis d'accord avec toi. L'absence des mots, elle correspond aussi au vide sidéral de l'idée, du concept, de la chose. De la chose, c'est-à-dire... Oui, absence des mots parce qu'on n'a rien à dire, et parce qu'on ne sait pas dire. Voilà, donc l'absence de l'un entraîne l'absence de l'autre, et puis réciproquement, c'est-à dire que tout finit par le vide dans cette affaire. Et effectivement, quand on n'a plus que le vide pour s'exprimer, il ne reste plus que l'acte. Pour remplir le vide. Ce vide linguistique, si j'ose dire, ce vide de la relation à l'autre renvoie au vide spirituel. Il y a aussi, si tu veux, cette absence de volonté d'élévation spirituelle qui fait que quelque part aussi, on a... Alors tu me diras que certains ont une spiritualité complètement dévoyée qui les ramène au même. Bon, c'est vrai. Mais tout peut être dévoyé, ça. Elle peut être dévoyée, mais une spiritualité... Quand je disais dans ton livre que je vais sortir bientôt, tu vois, je dis finalement, la spiritualité, c'est regarder vers le haut, même et surtout quand il n'y a personne. Et c'est vrai que, si tu veux, pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est pas une religion, la spiritualité, c'est l'essence de cette élévation qui porte nos espérances, notre consolation, etc. Et le fait que beaucoup de ces jeunes n'ont véritablement aucun élan spirituel, qu'on ne leur a donné aucun espoir de s'élever au-dessus d'eux-mêmes, il ne reste plus que la certitude d'une mort à un moment donné ou à un autre, et le désespoir. Et si tu veux, pour moi, l'absence du verbe, c'est aussi l'absence de cet élan spirituel qu'on a infiniment perdu. Et je ne parle pas de religion, parce que souvent je dis spiritualité, les gens entendent religion. Non, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit le sentiment, moi je suis d'accord, sauf qu'il y a la religion, telle ou telle religion, et il y a le sentiment religieux. Et que le sentiment religieux fait partie de la vie spirituelle de l'humanité, de la vie de l'esprit de l'humanité. Le sentiment religieux, il peut se tourner vers la nature, il peut se tourner vers de très grandes causes, mais il fait partie de la nature humaine. Voilà, en le détruisant, on ne rend service à personne. Certainement pas à la liberté de l'esprit ou à la liberté de conscience.
c'est le Mais tu contraire. vois combien de tenants d'une laïcité dévoyée. Non, mais la laïcité, maintenant, on la met à toutes les Tu sauces. vois, C'est-à-dire que c'est-à-dire- la laïcité, elle a une définition précise. C'est la neutralité de l'État et Voilà. des pouvoirs publics vis-à-vis de la religion. Bon, et avec une intention de pacification, pacifier les conflits, conflits religieux, que ce soit entre les gens qui croient des choses différentes ou entre les gens qui croient et ceux qui ne croient pas. Hein. C'est ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, bon. Comme disait Aragon. Mais donc c'est pas le rapport de l'usager au service public. Non. C'est le rapport du service public à l'usager. C'est pas la même chose. Voilà, donc, et à force, en voulant utiliser la laïcité pour régler tous nos problèmes, on finit par se retrouver dans une impasse. Pourquoi ? Parce que quand on parle de laïcité, en fait, on parle de religion. Forcément, puisque le but, c'est de pouvoir établir une neutralité religieuse. Donc, on parle de la religion, forcément. Et si on met, donc, en mettant là tous les problèmes... Mais on pense rituel. On pense même pas religion, on pense rituel. Abaya. Ah non, oui, mais justement, mais tu vois, mais- c'est ça. Non, mais qui est, on peut discuter, mais pas du tout sur le plan religieux, de la baya, du voile, de tout ça. Si on en discute sur le plan de la laïcité, on en discute sur le plan religieux. C'est-à-dire que ça devient un sujet religieux. Il faut savoir si tel signe, si tel habit est un signe religieux. Mais à ce moment-là, on entre sur un terrain qui est ingérable pour une civilisation comme la nôtre et une société comme la nôtre, c'est-à-dire sur le terrain de la liberté de conscience. Voilà. Si le pouvoir public devient juge de ce qui est religieux et de ce qui ne l'est pas, bon, non pas pour lui-même, mais pour les citoyens, il rentre sur le terrain de la liberté de conscience. Donc on va se heurter à la liberté de conscience et on ne peut plus rien faire. Voilà, donc c'est absurde. C'est une idée absurde, mais c'est une facilité intellectuelle, celle qu'en général adoptent les politiciens. C'est la facilité intellectuelle. Sauf que ça permet à notre ancien Premier ministre de se faire une réputation à peu de frais. Oui, mais tout ça n'a pas... Ça restera, si tu veux, voilà. dans... Moi, je suis d'accord. Quand on a fait d'ailleurs la loi sur le foulard à l'école, on l'a mal faite. Voilà. Il faut interdire le foulard à l'école, mais pas pour des raisons de laïcité. Il faut l'interdire pour des raisons qui tiennent aux valeurs de notre civilisation, qui fait que l'école, c'est un lieu d'émancipation. Et puis, il y a des règles et notamment d'émancipation des femmes. Absolument, mais l'émancipation de tout, a fortiori des femmes. Et il y a des règles de civilité. Bon, quand on entre dans une salle de classe, on n'a rien sur la tête. Voilà, on se découvre. Bon, on n'a pas de casquette, on n'a pas de béret, on n'a pas de kippa, c'est pas pour des raisons religieuses. Parce que ce sont les règles de notre civilité et que la civilité, c'est un tas, comme la politesse, hein, c'est un tas de petites choses qui paraissent dérisoires et qui ne le sont pas du tout, qui nous permettent de vivre ensemble. Voilà. Et derrière tout ça, il y a cet énorme continent de la civilisation qui est le ciment de notre société, le fondement de nos règles de droit, de nos attitudes, de nos comportements. Et toute société a forcément ce ciment invisible qui l'unit et qui légitime toutes les règles qu'elle édicte. Bon, pour faire vivre ensemble les gens. Chaque société ayant la leur, ayant leur forme de civilisation, de civilité, etc. Bon, mais ça demande une réflexion poussée à la fois sur ce qu'est une société, sur le rôle de la civilisation. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que ça voudrait dire qu'en fait, on s'est trompé. Oui. Par exemple, on ne l'a pas fait pour la burqa. On l'a fait sur le... Alors, on ne l'applique pas, ça c'est... Alors, la burqa, c'est un cas, parce que c'est un cas extrême, mais on ne l'a pas fait sur des motifs religieux, on a dit l'ordre public. Bon. Mais on n'a pas repris l'idée de la laïcité, parce qu'il n'y a aucune raison, au nom de la laïcité, d'interdire tel ou tel vêtement dans la rue. La laïcité, ça n'est pas rendre invisible toute forme de croyance religieuse ou de non-croyance dans l'espace public. Non. Ça ne peut pas être ça. Parce que ça, c'est une atteinte à la liberté de conscience. Ça, c'est ce qu'on a fait aux Juifs jadis. Hein, c'est-à-dire, voilà. Vous avez le droit d'avoir des synagogues, mais il faut qu'elles ne soient pas dans des rues fréquentées, et il faut qu'elles aient des façades telles qu'on ne les voit pas. Bon, ben non.
Non, moi, dans ma société occidentale, fondée sur la liberté de conscience, la liberté de culte, il n'y a aucune raison pour qu'on ne voit pas les lieux de culte. Alors, il y a toujours des limites à tout, c'est-à-dire, évidemment, je ne veux pas une société dans laquelle on met un minaret en face de chaque clocher d'église, et puis en plus un muezzin qui va faire appeler à la prière, parce que je ne suis pas dans une civilisation, dans une terre de civilisation musulmane. Donc voilà, il faut un peu de retenue, mais la retenue, c'est pas l'invisibilité de toute croyance et de toute religion, ou non-croyance d'ailleurs. Ça n'est pas pensable, ça nous entraîne vers quelque chose qui est le contraire de tout ce que nous défendons en réalité, tout ce qui nous fait vivre ensemble. Tu parlais de la simplification, on est devant une simplification terrible. Faute de pouvoir dire véritablement, expliquer pourquoi on refuse un certain nombre de tenues pour des motifs non plus religieux, mais des motifs, j'allais dire, culturels, social, civil, eh bien, on est allé au plus juste et au plus simple. C'est-à-dire vers... Par exemple, il faut bien faire la part des choses. Quand on allait donner une salle dans une université pour qu'on rompe le jeûne, ça, c'est une atteinte à la laïcité. Bon. En revanche, le fait d'avoir un signe distinctif, parce que du coup on a aussi banni les petites croix, la médaille de baptême, tout ça n'a pas de sens, tout ça n'a pas de sens, donc il faut arriver à clarifier les choses, mais personne ne le veut, c'est tellement compliqué de clarifier les choses. Mais je reviens un instant sur ce que tu disais tout à l'heure sur la spiritualité. Ça, c'est le versant très, j'allais dire, abstrait, moral. Oui, c'est vrai. De tout ça. Mais le problème, c'est qu'on atteint aussi l'autre versant, c'est-à-dire le versant de la vie concrète. On a banni dans cette école. Alors l'école, je parle là du début du primaire jusqu'à la fin de l'université, ou de l'enseignement supérieur. On a banni l'esprit critique, c'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'apprendre aux gens quelle distance il faut garder avec un chiffre, avec une statistique. Donc ça finit par tuer toute pensée en réalité, et toute possibilité d'avoir un débat autour de la pensée des uns et des autres. Et on a fini d'ailleurs par ne pas apprendre à lire un tableau à double entrée, une frise historique, et là, les dernières, c'est extraordinaire. En début d'une classe de 5e, dans un lycée convenable, pas d'éducation prioritaire, la moitié des élèves étaient incapables de lire un tableau à double entrée. Ils sont livrés à l'abondance des informations qui souvent sont des tableaux, mais ça peut être une courbe, ça peut être des tas de choses de ce type-là. Et il faudra qu'ils demandent à d'autres la signification, c'est-à-dire ils deviennent complètement soumis, dépendants à n'importe quel gourou qui va leur dire « moi je vais vous dire ce qu'il faut voir là-dedans ». Mais tu sais, il y a des choses toutes bêtes qui ont un effet considérable. Si tu n'as pas réfléchi à ce qu'est une échelle sur un graphique, selon la manière dont tu places ton échelle, l'allure du graphique va être très très différente. Et donc le message véhiculé par la figure, le graphique que tu as sous les yeux, va pas te dire la même chose. Si tu n'as pas le recul pour te dire, oui, mais enfin il faut quand même prendre garde parce que on a choisi une échelle qui fait que voilà, mais ça va très loin. Tu parlais des mots. Moi, je trouve que c'est un vrai grand et beau sujet. Il y a des mots qu'on peut définir. Oui. Bon. Et puis, il y a des mots que nous utilisons tout le temps, dont nous avons une vague idée de ce qu'ils veulent dire, ou plutôt même une idée parfois souvent assez précise de ce qu'ils évoquent, de ce qu'ils disent, sans que nous soyons capables, les uns et les autres, de les définir. Bon. De façon générale. Je prends un exemple. Oui, vas-y. Qui m'est très cher. C'est Saint-Augustin qui dit ça. Ouais.
Saint-Augustin dit, si vous me demandez ce que c'est, si je sais ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. Si vous me demandez d'expliquer ce que c'est, je ne sais pas. Et quand tu réfléchis, Oui, c'est vrai. l'amour, je sais ce que c'est. Demandez donc moi d'expliquer ce qu'est l'amour. Alors tout le monde a son idée, les poètes, les philosophes, vont pour remplir la bibliothèque mondiale de définitions. Mais en réalité, Parce que ce sont des mots à champ sémantique très vaste. Très vaste, Mais qu'on ne peut définir que par les limites du champ sémantique d'à côté. Oui, C'est-à-dire que la seule chose que tu peux dire sur l'amour, c'est que c'est le contraire de la haine. Oui, alors la haine. Mais voilà, mais ça te repousse, oui, si ce sont tu des veux. mots qu'on sent, qu'on ressent. Et donc ça s'apprend aussi pour des gens qui ne sont pas confrontés tout le temps à ces mots, à ces questions. Au moins d'apprendre à se poser ces questions. C'est comme le beau ou le juste. Oui. Alors on revient sur les universaux transcendants de Kant. Bien Mais sûr. le beau, moi, ça m'a toujours frappé. On dit des goûts et des couleurs, donc tout ça on laisse tomber, puisque on ne sait pas, en fait, on peut trouver ça beau. Voilà. Mais en réalité, ce qui est frappant, c'est pas que qu'il y ait autant de points de vue divers sur le beau, c'est qu'en fait, il y a autant de gens d'accord sur ce qui est beau et ce qui n'est pas. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'Asiatiques passant devant une cathédrale qui peuvent arriver à trouver ça beau. Oui. Comme moi, devant le Taj Mahal au lever du soleil, tu trouveras ça beau. Je trouve ça beau, bien que ça ne corresponde à aucun des critères de beauté de ma civilisation. C'est donc il y a bien quelque chose d'autre qui est partagé par l'humanité tout entière. Et toi, tu touches là une des questions, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir, malheureusement, mais c'est la question de la diversité. C'est-à-dire la diversité à l'école aujourd'hui sur ces notions essentielles du beau, du vrai, du juste. Eh bien, l'idée qu'il n'y a pas de critères partagés sur le beau, sur le vrai, sur le juste. Chacun voit midi à sa porte. Absolument. Mais j'allais dire, et pourtant. Et pourtant. Voilà. Mais alors, c'est le paradoxe, c'est que on te dit, il n'y a pas de critères, le goût et les couleurs, mais dès qu'un sujet se présente, qui fait appel à ces espèces d'universaux transcendants, je pense au juste, au bien, au mal, etc. Alors là, c'est extraordinaire, c'est qu'il n'y a qu'un point de vue du bien, du beau, du mal, du juste ou de l'injuste, du laid ou du mal. Voilà, tous les sujets d'actualité, je pense en particulier aux différents conflits qui ensanglantent la planète, on oppose le camp du bien et le camp du mal, tout en disant, quand on parle du bien et du mal, que oui, bien sûr, chacun a un peu sa conception du bien et du mal, et puis dès qu'on rentre dans l'application de ce concept à un fait précis, alors là, c'est terminé. Voilà. Et donc, c'est à l'école, encore une fois, de la maternelle, je parle jusqu'à la fin de l'enseignement supérieur, on ne confronte jamais les enfants, puis les adolescents, puis les adultes à ce genre de questionnement. Ils en perdent complètement la notion, ils en perdent même l'idée. Bien sûr, ils deviennent manipulables par n'importe qui. Voilà, c'est terrible, quoi. Henri, merci 1000 fois. Merci à toi. Toujours aussi intéressant et passionnant de discuter avec toi. Ton dernier livre, c'est, je te laisse le dire, pour ne pas faire d'erreur. Voilà. À la 7e fois, les murailles tombèrent. Voilà, c'est chez qui? Regardez l'école, c'est une muraille qui tombe. D'accord. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'école. Voilà. Merci, lisez-le. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Merci Henri, et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.